Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série À voir. Le film d'aujourd'hui s'appelle Batman vs Superman Dawn of Justice, l'aube de la justice. Il est réalisé par Zack Snyder, il est sorti en 2016 et je l'ai vu au cinéma en version originale. On continue donc la récap sur les films du DC Universe et voici donc le deuxième film de la série, Batman vs Superman. Alors il faut remettre le contexte en place, Man of Steel vient de diviser plus ou moins aussi bien la critique que le grand public. Comme je le disais dans ma review, que je vous conseille d'aller écouter pour comprendre mon point de vue en détail, le film est singulier, a vraiment tenté quelque chose de frondeur sur le personnage de Superman, et j'apprécie ça, personnellement. Mais en même temps, il a aussi de vrais gros défauts, notamment dans son scénario et dans sa structure. C'est un film déséquilibré. Et du coup, ben voilà, ça fait beaucoup pour un seul film, ça fait un peu un film qui claudique avec une balle dans le pied, et il s'en est pas si bien sorti que ça. Le film a très très bien marché, les DVD se sont vendus, les Blu-ray, tout ça, pas de souci. Mais on va dire que le film n'avait pas marqué l'imaginaire collectif autant qu'il l'aurait voulu. Nonobstant, DC voulant continuer à tabler sur la hype autour des films de super-héros, et comme Marvel continue à engranger des sommes astronomiques en face, ils se sont quand même accrochés au truc et ils se sont dit on va relancer la machine à hype en faisant tout de suite dans le deuxième film Batman vs Superman, et en disant clairement c'est l'aube de la justice, sous-entendu ce sera le premier pas vers la fameuse Justice League. Il y avait quelques petits éléments vraiment qu'il fallait chercher dans Man of Steel pour voir que effectivement l'univers allait s'étendre. Il y a un moment donné, mais là moi j'avais pas vu à l'époque, c'est vraiment des fans sur internet qui l'ont trouvé, qu'il y avait, je crois, un papier à lettres au nom de Bruce Wayne ou une entreprise, je sais plus, à un moment donné. Bon, LexCorp, je l'avais vu effectivement, la boîte de Lex Luthor. Mais ça, mis à part, j'étais un peu passé à côté des autres trucs qui étaient un peu plus, entre guillemets, cachés. Mais bon, voilà, ça jouait un petit peu là-dessus. Et ça m'amène une première petite parenthèse, vous me connaissez, hein, sur le fait que je pense vraiment qu'ils ont attendu de voir comment le film allait marcher avant de vraiment dire ça, il va y avoir Batman, il va y avoir tout le reste et machin. Je pense pas qu'ils avaient envie de lancer un DC Universe sur un film qui aurait été, entre guillemets, raté, ou qui aurait été boudé par le public. Comme le film a bien marché, vraiment bien marché au cinéma, et en Blu-ray et tout ça, et dans les ventes ensuite, ça a été grosso modo assez vite vu qu'ils allaient tenter l'aventure de la Justice League sur plusieurs films, évidemment, pour suivre un petit peu la hype Marvel et s'en nourrir. Donc ils n'ont pas traîné. Et on est arrivé donc avec ce Batman vs Superman réalisé par Zack Snyder toujours. Alors, il faut que je mette un petit peu le contexte en place. La première chose qui est annoncée et qui déjà oriente pas mal le regard du public, c'est le casting de Ben Affleck dans le rôle de Batman. Alors, Ben Affleck, c'est un acteur qui polarise pas mal le haine, et qui divise beaucoup. Il y a les gens qui adorent, les gens qui détestent, il n'y a pas beaucoup de neutres. J'estime que je fais partie plutôt des neutres sur ce mec. J'ai eu ma période quand j'étais en fin d'adolescence où j'étais pas spécialement fan du gars, je le trouvais assez cliché et tout, et effectivement à ma décharge, bon bah, à part Will Hunting où il est vraiment bien dans un second rôle, voilà, c'était Pearl Harbor, il n'y avait pas de quoi faire toute une histoire. Paycheck c'était quoi, c'était c'est pas John Lee, qu'est-ce que je raconte, j'ai Ang Lee en tête, mais c'est oh là là zut, vous voyez le réalisateur hongkongais dont je parle, de Mission Impossible, de Cavale sans issue, oh là là. Bon bah ça me revient pas, mais c'est pas grave. Lui donc, voilà, donc Paycheck c'était vraiment pas terrible, c'était surtout la réalisation qui faisait le boulot, que ce soit lui, Mathieu Mann, hein, ils étaient vraiment dans des rôles, c'était des rôles assez casual, c'est un film sympathique, hein, mais c'est vraiment des rôles, voilà quoi, tu mets un héros hollywoodien de base, et tu mets une actrice, une héroïne hollywoodienne de base blonde, et c'est réglé, hein. Ils apportent vraiment pas grand chose au film. Donc voilà, c'était pas un acteur dont j'avais grand chose à dire. Je l'avais trouvé très bien dans Will Hunting sans plus, et voilà quoi. Après c'était Pearl Harbor et tout ça. Voilà. Je vais pas répéter 15 fois la même chose, mais je trouve qu'entre temps c'est un type qui a fait déjà des prestations intéressantes, et surtout il a réalisé des films très intéressants, dans lesquels il est très bon. Que ce soit The Town, qui est un film très efficace, pas forcément formidable, mais vraiment bien foutu. Le très très sympa Live by Night, sur lequel je ferai peut-être un à voir, honnêtement. Je crois qu'il est sorti il y a plus d'1 an, donc je ferai un à voir dessus à l'occasion. Et bah, l'excellentissime Argo, hein, où lui est très bon, mais il est quasi secondaire dans le film. C'est plus les autres acteurs qui font un super boulot. Un très très bon film, Argo, que je vous conseille si vous l'avez pas vu. Un superbe film sur lequel je devrais faire un à voir aussi à l'occasion. Tout ça pour dire, le public est donc divisé. Donc déjà c'était un choix
relativement polémique. Sachant bien sûr que le studio se base sur les chiffres et sur le fait que quand Ben Affleck star dans un film, les films marchent plutôt bien. Mais il voulait un acteur qui soit pas non plus... qui ait quelque chose à apporter. Et quand il a signé, je pense, pour être Batman, il avait aussi proposé de réaliser lui-même un film Batman. Donc il y avait quelque chose comme ça, un double effet qui se coule pour le studio. Donc on avait donc notre Batman, un Batman charismatique, un Batman que le public a attendu, et la machine à communication, ça c'est le deuxième élément de contexte très fort, a très très bien marché. On a commencé à nous faire plein de pubs sur le fait que Batman et Superman vont se déchirer, des pubs avec des affiches où les yeux de Batman sur une affiche sont déchirés, puis on a le sigle on devine le cycle de Superman derrière et inversement. Ça marchait vraiment bien, hein, une campagne d'affiches très sympa, qui au final est clairement hors contexte par rapport au film, mais qui avait eu l'intelligence de faire monter la hype et de vraiment bien canaliser le public et de les préparer à la sortie du film. Je pense pas rater un autre élément de contexte, mis à part peut-être que j'évoquais le fait que David S. Goyer et Zack Snyder sur le premier film, c'était pas spécialement conduit, c'était presque contredit. Et c'est donc sans surprise que je peux constater l'arrivée de Chris Terrio, et Chris Terrio qui n'est autre que le scénariste de Argo, hein, donc, avec qui Ben Affleck avait déjà travaillé, et qui donc a été apporté sur le projet, puisque voilà, scénariste qui avait un peu le vent en poupe. Et donc Zack Snyder ne s'est plus retrouvé seulement face à David Goyer, mais face à Chris Terrio. Christopher Nolan prenant clairement du recul par rapport au projet et n'ayant plus de mention une idée originale de Christopher Nolan, ce qui était le cas notamment de Man of Steel. Donc Zack Snyder vraiment a pu écrire entre guillemets le film avec Chris Terrio et David S. Goyer, et on voit, ça se sent clairement dès le début du film que Zack Snyder a pu récupérer un petit peu son style, pu remettre un petit peu ce qu'il fait, sa manière de s'exprimer au cinéma. Avant de démarrer le pitch, je rajouterai juste un autre élément de casting qui a aussi divisé. Ça a été le casting de Jesse Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor. Jesse Eisenberg, c'était l'acteur principal notamment de Social Network, pour ceux qui le connaissent peu. Il a aussi fait un autre film dont j'ai oublié le nom, qui s'appelait American Ultra, je crois, sur lequel il faudrait que je fasse un après-film parce que j'ai un point de vue très tranché dessus, et je trouve que c'est un film qui a beaucoup de problèmes et qui pose des questions de fond aussi, concernant le cinéma et la violence au cinéma, peu importe. Mais c'est plutôt un bon acteur, moi, Jesse Eisenberg, hein, vraiment, je le trouve bon, et notamment dans The Social Network, il était excellent. Mais il a cette manière de jouer, un peu particulière, un peu autistique, à laquelle je comprends qu'on puisse ne pas adhérer. Et du coup, sachant qu'à partir de Man of Steel, on était dans une sorte de remise en sobriété des acteurs et des personnages, notamment de l'univers de Superman, c'était un choix qui visiblement déjà faisait un peu peur aux fans de se dire merde, Jesse Eisenberg il sait que cabotiner d'une certaine manière dans ce genre de rôle, ce que je peux entendre. Parce que Lex Luthor n'est pas un autiste, entre guillemets, à la base. En tout cas, tel qu'il était dépeint au cinéma jusque-là. Avec des acteurs comme Kevin Spacey ou encore Gene Hackman à l'époque. Mais il avait un côté un peu fou, un peu clownesque. Et donc, comment Jesse Eisenberg allait s'emparer de ça, c'était une vraie question pour les fans. Une inquiétude aussi, parce que voilà, ça pouvait devenir vite un élément de fragilité pour le film et de mise en défaut, quoi, de moments où bon, voilà, on va se retrouver avec un acteur qui cabotine, boum, en plein milieu d'un film, et dans une cosmogonie où les acteurs jusque-là ont été extrêmement sobres, hein, que ce soit Henry Cavill, Amy Adams, comme je le disais, même dans sa fureur et ainsi de suite, Michael Shannon était, exactement au diapason de son personnage. Il y avait pas il surjouait pas, c'était vraiment comme ça que son personnage était. Pareil pour Lawrence Fishburne qui jouait Perry White, le patron du Metropolis News, je sais plus le nom du journal, hein, donc vous me corrigerez, de Metropolis. Donc voilà, il y avait une certaine sobriété, un côté factuel qui renvoie un peu au style, hein, de scénario de David S. Goyer avec Christopher Nolan d'ailleurs. Hein. Et là donc on se retrouvait avec Jesse Eisenberg dans ce casting-là. C'est pas qu'il peut pas être sobre, mais je comprends qu'on ait pu avoir peur de ça notamment, et selon le résultat, je peux comprendre qu'on puisse dire on avait bien raison. Se rajoute à ce casting encore, je rajouterai juste Jeremy Irons qui joue dans le rôle d'Alfred Pennyworth, donc
l'intendant et la personne qui a élevé en quelque sorte Bruce Wayne, ce qui était un casting solide. Hein, voilà. Jeremy Irons, il a fait des trucs très discutables dans sa vie. Hein. Si vous avez jamais vu Donjons et Dragons, je vous conseille d'aller voir ça. C'est quand même un acteur qui a de sacrées valises, des fois. Bon, ça date un petit peu, mais il a fait des trucs wow, qui sont très discutables. Mais il a aussi fait d'excellents films où il a été très très bon. Donc voilà, c'était pas une grosse prise de risque, mais au contraire, c'était bien de retrouver après l'excellent Michael Caine dans le rôle d'Alfred, un Alfred qui allait, je trouve, avoir le poids et la capacité de passer après Michael Caine. Et effectivement, Jeremy Irons fait bien le taf, rien à dire là-dessus. On a aussi Holly Hunter dans le rôle du sénateur Finch, qui est passé bien. Et puis surtout, évidemment, Batman vs Superman a été aussi hypé par l'idée du Justice League quand a été annoncé le casting dans le film d'une actrice pour jouer le rôle de Wonder Woman, et ça a été donc la jeune Gal Gadot. Gal Gadot qui avait jusque-là pas fait, je crois, énormément de films connus, si je dis pas de bêtises. Je crois que je l'avais vu essentiellement, je m'en suis rendu compte dernièrement d'ailleurs, hein, franchement je savais pas, elle jouait dans Fast and Furious. Voilà, donc j'étais un peu, ah oui, d'accord, ok, elle était là-dedans. Sinon, est-ce que j'ai vu d'autres choses avec elle? Je crois que j'avais vu Triple 9 et ouais, elle joue dans Fast and Furious 7 et 6, quoi. Je crois que c'est ça le truc. Dans Fast 5 aussi, tiens, voilà. Dans Night and Day, d'ailleurs, du réalisateur de Logan, voilà, ça me revient plus maintenant, j'allais encore dire des bêtises. Voilà, donc je l'ai pas vu dans beaucoup de films avant de la voir donc dans le rôle de Wonder Woman, donc je sais pas trop quoi en penser. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était sculpturale, hein, elle est complètement dans les canons esthétiques de notre époque, donc tout le monde était là, elle est magnifique, blablabla. Mais est-ce qu'elle sera donné un coup de poing, machin truc? Moi, je partageais pas du tout des angoisses par rapport à ça. Ils savent préparer des actrices maintenant. Zack Snyder, il a prouvé dans Sucker Punch que il pouvait prendre des actrices, comment dire, fines et ainsi de suite, et leur faire des scènes de baston nerveuses et bien vénères. Donc, il n'y avait pas de souci là-dessus. J'attendais de voir ce qu'elle allait donner en termes d'acting, puisque elle m'avait pas fait des prestations dans d'autres films dont je me souvenais spécialement. Et donc voilà, nous voilà donc à la sortie de Batman vs Superman, attendu ô combien par le public. Donc, pitch. Alors que les dieux sont en train de se battre dans les cieux de Metropolis, Bruce Wayne débarque dans son hélicoptère privé et s'en va courir à son entreprise pour semer à ses employés de fuir la ville de Metropolis. Malheureusement, et bien qu'il aille dans les décombres et dans la fumée pour sauver les membres de son entreprise, blessés déjà par la destruction massive assénée par Superman et Zod, Batman arrive trop tard et beaucoup de gens sont morts. C'est le regard plein de haine que Bruce Wayne regarde les dieux au-dessus de lui le toiser. Quelques temps plus tard, à peu près 1 an et demi, nous nous retrouvons donc avec un Batman extrêmement violent qui se met à marquer les criminels de la Bat Brand, c'est-à-dire une marque au fer rouge qui annonce quasiment le décès de toute personne la portant en prison. En constatant cette manière très violente de juger et d'être un bourreau, et malgré les sérieuses réserves de Alfred, Batman ne semble pas décidé à changer d'idée. Petit à petit, et grâce à des lettres inconnues, des lettres anonymes, Clark Kent, employé désormais au Metropolis News, se met à faire des recherches sur ce fameux Batman qui applique une justice qui est loin de plaire à Superman. Inévitablement, qui sait, peut-être même par une manipulation, Superman et Batman s'amènent à devenir ennemis. Vous m'excusez pour ce pitch un peu brouillon, mais j'ai pas eu trop le temps de l'écrire cette fois-ci. Donc je pense qu'on va s'en contenter, vous m'en voudrez pas, on va aller directement au sujet. Mais je voulais vous remettre un petit peu la tête dans le contexte. Une des premières choses que je tiens à dire sur Batman vs Superman, c'est que le film a été beaucoup critiqué pour un axe principal de son scénario, c'est-à-dire que Batman et Superman vont se confronter, non pas pour des choses qui les définiraient, donc une confrontation profonde, c'est-à-dire voilà, ils sont vraiment pas d'accord, ils sont amenés à se combattre l'un l'autre, ils se combattent l'un l'autre plus pour, j'ai envie de dire, on comprend très vite qu'il s'agit d'une manipulation et c'est ça qui les amène à se combattre. Ce
qui enlève beaucoup, je comprends, d'intérêt à la hype qui avait été construite autour du film, sur le fait qu'ils allaient vraiment se battre, s'affronter jusqu'à la mort. Et beaucoup de gens, et notamment la communication, avaient joué beaucoup sur le fait que carrément il y aurait eu des gens qui auraient pris une partie pour l'un ou pour l'autre. Alors je tiens à dire une chose, une parenthèse qui n'en est pas une, parce qu'elle est vraiment importante. Je l'ai oublié un petit peu dans le contexte, mais je voulais en parler après avoir parlé du pitch. En parallèle de Batman vs Superman, se créer chez Marvel et aller sortir la même année, si je dis pas de bêtises, Captain America Civil War, qui jouait beaucoup dans sa communication entre deux factions au sein des Avengers qui allaient se confronter les uns aux autres. Et notamment qui se syncrétisaient autour de l'image de la confrontation entre Iron Man et Captain America. On avait donc eu en parallèle aussi une communication qui jouait, est-ce que vous êtes dans l'équipe d'Iron Man ou dans l'équipe de Captain America. Et on a eu un peu la même chose autour de Batman vs Superman. Je ne sais plus qui a devancé l'autre, mais c'est clair que les deux communications se sont nourries l'une l'autre indirectement et plus ou moins proches dans le temps. Ce qui fait que d'un côté, dans Civil War, ça a été réellement le cas. On a vendu le fait que Captain America et Iron Man allaient se confronter l'un à l'autre sur des choses très importantes, et ça a été le cas, et ils se sont confrontés par leur propre volonté. Et de l'autre, on a une communication qui nous a dit Batman et Superman vont se confronter par leur propre volonté, pendant toute la com, et arrivé dans le film, ce n'était pas le cas. Ils ont des raisons d'être opposés. Mais finalement, dans le film, au moment où cette confrontation arrive, on sait que c'est de la manipulation, et l'un des deux partis est déjà de parti pris, ce qui fait que la confrontation devient un peu artificielle, mais j'y reviendrai après. Et ça a beaucoup déçu. Je vous mettrai en lien la critique, notamment du Nostalgia Critique, qui critique essentiellement ça dans Batman vs Superman, en disant clairement, ils avaient des choses pour lesquelles s'affronter, on s'attendait à un vrai affrontement entre eux, et vous nous vendez une manipulation, un fake, entre guillemets, quoi. Étant donné la hype qui a été construite autour du film, j'entends. Je comprends tout à fait cette critique et je la trouve tout à fait légitime, bien sûr. Nonobstant, je trouve que la construction de Batman vs Superman, et je parle du film, je parle pas de la com dont il faut s'extraire parce que elle est souvent mensongère sur des gros films comme ça. On nous balance beaucoup de choses alors que ça n'a rien à voir avec le film au final. Et c'est encore le cas ici, c'est vraiment très spectaculaire parce que le film raconte autre chose et qu'il le fait très bien. Et malheureusement, à cause de cette hype, à cause de ce côté quel camp choisissez-vous et tout ce bordel qui a aussi eu lieu donc dans la com de Batman vs Superman, on s'est retrouvé avec un public qui attendait autre chose et qui s'est retrouvé avec un film finalement, je trouve assez singulier mine de rien, assez concept, où Zack Snyder a pu aller un peu plus loin qu'il ne le voulait, je pense, dans Man of Steel, ou tout simplement de complètement prendre en main le projet. Et au final, on se retrouve avec, je trouve, un film qui traite très bien son sujet. Le sujet du film, au final, c'est la confrontation d'un homme avec un dieu, et d'un homme qui aurait les moyens, a priori, d'empêcher, entre guillemets, le monde d'être inféodé à un dieu. Du coup, le film passe beaucoup de temps, et je trouve, quand je dis beaucoup de temps, je trouve que c'est une excellente qualité, à discuter les actes et la présence de Superman. C'était déjà présent dans Superman, mais là vraiment on sent vraiment les contre-coups de l'arrivée de Superman, de son arrivée dans le monde, et on a notamment des passages passionnants, on voit des gens réagir à la télévision, des talk shows, tout ça rend vraiment le contexte de ces super-héros très vraisemblable, et on sent vraiment l'influence du scénario de Man of Steel dessus, qui est là et complètement assumé. J'aime beaucoup les passages, notamment dans le film personnellement, où on voit les journalistes discuter, il y en a un qui dit voilà, Dieu est arrivé, plein de religions voulaient Yahvé, je dis des bêtises, voulaient Mahomet, Jésus et autres, et maintenant qu'il est là, on voudrait qu'il s'explique et qu'il nous dise pourquoi il fait ce qu'il fait, et il y a ce qui est hyper intéressant comme point de vue, puis on a des gens en face qui disent oui, mais ça redéfinit complètement notre rapport à l'existence, on n'est pas seul dans l'univers, mais en plus on est vraiment face à des êtres qui nous dépassent complètement, face auxquels les lois de la physique sont défiées, et où on est complètement, on devient risible. Bref, on voit le sénateur Finch notamment réagir aussi à l'idée même politiquement de ce que veut dire être confronté à un être comme Superman, notamment dans ses actes à l'international. C'est vraiment très très intéressant. Des questions de fond sont vraiment très bien posées, notamment quand on fait remarquer à Superman qu'il ne peut pas agir de manière unilatérale dans tous les pays du monde comme il le souhaite. C'est vraiment très 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 intéressant. Et je trouve que c'est une des grandes qualités du film, c'est que le film passe vraiment sa grande première partie, quasiment 1h30 si je dis pas de bêtises,
Là, pour les besoins du podcast, j'ai revu la version longue. Je ferai à un moment donné une différenciation. Je vais peut-être faire une partie spoiler entre la version... ouais, je ferai une partie spoiler là-dessus. Entre la version cinéma et la version, donc... je crois que c'est Unlimited ou un truc comme ça, je sais plus comment elle s'appelle cette version. Qui n'est pas un director's cut. Hein. Si j'ai bien compris, Zack Snyder ne trouvait pas le film au cinéma... trouvait que le film au cinéma était un meilleur cut, si je dis pas de bêtises. Je suis plus sûr, j'avais vu ça je crois, je sais plus si c'était l'inverse, mais je suis quasiment sûr que c'était la version cinéma de 2h30 ou 2h40 qu'il trouvait meilleure que la version Unlimited qui donne juste d'autres éléments, mais j'en parlerai plus en détail après. Et donc on a une bonne heure et demie où vraiment le contexte, la montée en puissance de la confrontation entre Batman et Superman est joué, mais surtout la question de la présence de Superman et comment réagir à une telle présence, c'est ça qui est posé. Du coup, la présence de Batman devient vraiment logique, puisque lui, il est grosso modo, Alfred le résume bien, il se sent impuissant face à une menace pareille. Or, il s'est toujours senti garant, jusque-là, d'une certaine forme d'humanité. Même si essentiellement il s'est occupé de Gotham City, on sent vraiment qu'il y avait chez lui un désir de vraiment être un bouclier pour l'humanité face à des menaces encore plus grandes. Et il se retrouve face à un être qui n'est pas une menace. C'est ça qui est très frustrant pour lui. Je pense que le film l'exprime très très bien. C'est non seulement un héros, plus puissant que lui tout simplement, qui pourrait devenir une menace, mais qui vraiment rend les actions que lui il a fait jusque-là un peu dérisoires. Il y a notamment ce moment où il évoque le fait de s'occuper de criminels, c'est comme couper du chien dent, il en repousse tout de suite deux fois plus, et qui est terrible, parce on voit des éléments dans le film, notamment on voit l'armure de Robin, on voit que Batman a subi des pertes terribles, pardon, et l'entendre dire ça après, c'est vraiment une forme il balaye d'un revers de la main, presque avec dépit, et clairement avec dépit, tous les combats qu'il a menés depuis 20 ans, puisqu'il le dit, ça fait 20 ans qu'il combat le crime à Gotham. Donc c'est aussi un des éléments vraiment bien foutus du film, c'est la justification de la présence de Batman, qui est, en termes de sens, elle est excellente. Elle est vraiment excellente. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer Ben Affleck, je comprends tout à fait que entre le film et la communication, il y a vraiment eu un hiatus, quelque part assez grave, je comprends tout à fait que ça ait pu énerver, mais le sens du scénario et la manière dont il est écrit, c'est vraiment très très bon. Et du coup, la présence de Batman se justifie complètement. Il est vraiment en porte-à-faux du monde. Les gens sont en train de vénérer Superman, et lui, il est là en train de se dire, et si ça dérape, qu'est-ce qui se passe? Et si ce mec en a marre de nous protéger, qu'est-ce qui se passe? Et s'il veut s'attaquer à nous, qu'est-ce qui se passe? Et c'est une question qui est extrêmement juste, et qui est résumée par le moment où il dit, voilà, s'il y a seulement 1% de chance qu'il se retourne contre nous, ce pourcent doit être une absolue certitude. On doit faire comme si c'était sûr qu'il allait se prendre à nous et être prêt à riposter. Et c'est très intelligent, notamment en termes pour aller jusqu'au bout de sa démarche de super-héros. C'est vraiment, je trouve, des questions très profondes et bien posées et frontales. Ça fait du bien de voir des films de super-héros qui posent ces questions-là, puisque c'est des questions qui nous touchent réellement. C'est comment on se confronte à des menaces qui nous dépassent complètement, et comment on y répond. Est-ce que la responsabilité de personnes qui ont des pouvoirs un pouvoir tel que celui de Bruce Wayne, aussi bien financier que donc physique et héroïque, ce n'est pas justement de se préparer à ça, de se dire comment faire pour contrecarrer ce mec si ça part en vrille. Parce qu'en parallèle de ça, et c'est là où je trouve la mise en scène de Zack Snyder, ça fait plaisir de la retrouver dans toute son ampleur et dans toute sa prise d'espace. On a beaucoup de plans où on voit Superman agir et sauver des gens, une navette. À un moment donné, il va sauver une petite fille dans des flammes au Mexique, et puis il ramène la petite fille dans les bras de sa mère au milieu d'une foule, et toute la foule se met à genoux et lui tend les mains sur lui. On voit dans son regard qu'il est vraiment... il sait pas trop comment réagir, il est gêné, mais en même temps, c'est complètement compréhensible, et c'est... comme réaction de la part des gens, et surtout c'est des images mais splendides. Il y a vraiment des images, c'est des images iconiques, c'est des images dont on se souvient. Et ça, je trouve que c'est un peu, en caricaturant un peu, je trouve que ça manquait un poil dans Man of Steel. Et là, du coup, on a ces images-là qui vraiment montrent le regard du public sur Superman, la différenciation par rapport aux médias, aux politiques, qui ont l'impression d'être aussi dépossédés d'une certaine forme de pouvoir hiérarchique, et en face de ça, les réactions tout à fait humaines de Batman,
mais aussi de Lex Luthor. Alors, je parlais avant de la problématique d'avoir Lex Luthor joué par Jesse Eisenberg. Là, c'est clair, c'est l'élément, je trouve, que je peux difficilement défendre. Moi, perso, ça m'a pas posé de problème. Il y a plusieurs séquences qui m'ont plu avec lui. Pour plein de raisons, j'ai pas eu de problème, même en VO, à adhérer à ce que faisait le personnage. Il est complètement fou, ça c'est clair. Jesse Eisenberg le joue avec une sorte de contraste entre de mec absolument quelque part génial. Il y a notamment un plan, je crois que c'est un des premiers plans où on le voit, où il joue au basket, il tire, il fait un panier, et puis il se retourne en disant alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis il enchaîne, quoi. Donc le mec a l'air d'être visiblement très doué de ses mains. Et en même temps, juste après, il fait des trucs étranges, genre il met un bonbon dans la bouche d'un gars, d'un représentant politique en plus, donc vraiment séquence étrange, que beaucoup de gens critiquent et estiment que c'est des choses qui rendent le personnage ridicule et non pas terrifiant. Moi je trouve que la terreur, ou ce qui fait peur dans un psychopathe, c'est aussi à un moment donné de pas comprendre ce qu'il fait. Et là en l'occurrence, il y a ces petits moments-là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Quelque part c'est ridicule, mais de l'autre tu dis, bon voilà, le mec a l'air d'être extrêmement puissant, il est extrêmement puissant, financièrement parlant, ça a l'air d'être un mec extrêmement intelligent, donc voilà. Ce que je peux critiquer personnellement, c'est peut-être que il est frontalement le méchant, la musique ne laisse aucun doute, notamment. Moi j'aime bien l'air que Hans Zimmer a composé, avec, je crois que c'est lui qui l'a composé celui-là, et pas Junkie XL, puisque la musique a été faite par Hans Zimmer et Junkie XL, mais je reviendrai là-dessus après. Fonctionne plutôt bien, mais il est frontal, c'est le méchant, il n'y a aucun doute, boum. Donc, il n'y a pas de suspense là-dessus, et je pense pas que ce soit le sujet du film qui est un suspense sur le fait que, est-ce que c'est Lex Luthor ou pas? Non, c'est lui, c'est clair, il n'y a pas de doute, voilà. Et pour moi, ça c'est pas un souci. C'est très frontal, mais c'est pas un souci. Notamment parce que je trouve qu'au final, son plan est globalement plutôt bien foutu. Assez cohérent, puisque, encore une fois, la réaction de Lex Luthor, le film le dit très très bien, Superman lui fait... C'est le pet au casque de trop. Il y a un moment donné où Lex Luthor doit faire un speech, et il le dit, voilà, ce qui est paradoxal, c'est d'avoir la connaissance sans le pouvoir. Donc il dit clairement, devant les gens, bon, c'est un peu gros, mais bon, que voulez-vous. C'est pas toujours très subtil dans l'écriture, on est d'accord, le film n'est pas parfait non plus, hein. Mais au moins c'est dit, et c'est bien dit. Au-delà avant même d'être très bien ou parfait, c'est bien dit. Il dit voilà, quand on a la connaissance sur le pouvoir, c'est paradoxal, frustrant et pas juste. Donc voilà, le mec, déjà avant que Superman arrive, il était déjà en mode frustré, il se sentait déjà privé d'un pouvoir qui lui serait légitime parce qu'il est beaucoup plus intelligent que tout le monde, ce qui est a priori le cas. Il a l'air d'être vraiment au-dessus de la moyenne d'ailleurs. Et du coup, l'arrivée de Superman, c'est le truc de trop, quoi. C'est-à-dire qu'il était déjà dépassé la politique le coinçait déjà. Et là, d'un seul coup, il a carrément un Übermensch qui vient lui dire, voilà, en plus, voilà, en termes de pouvoir absolu, je suis au-dessus, tu seras jamais au-dessus de moi. Tu peux avoir tout le pouvoir politique et financier du monde, tu seras jamais au-dessus de moi. Donc sa réaction est un peu une réaction de gosse, mais en même temps, je la trouve assez cohérente. Parce que il peut pas vivre dans un monde où il y a un être comme ça. Et c'est toujours le même thème, c'est qu'est-ce qu'on fait face à un dieu, quoi. Face à un mec qui a un pouvoir pareil. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Et paradoxalement, et je trouve qu'encore une fois ça c'est une bonne idée d'écriture, les réactions de Batman et de Lex Luthor sont très liées et très similaires à la base. Ils vont pas utiliser les mêmes méthodes, ils ont pas les mêmes agendas in fine, mais c'est pas pour rien que Bruce Wayne Batman court pendant tout un moment après un objet qu'a trouvé Lex Luthor. C'est pas du tout surprenant, et c'est même un vrai croisement. J'ai même envie de dire quelque part que Batman est le méchant dans le film. C'est un des trucs qui me plaît le plus. Et ça me permet de revenir naturellement et tranquillement vers Batman. Ça fait plaisir de voir un Batman comme ça. Faut me comprendre, j'ai rien du tout contre le Batman de Michael Keaton, que je trouvais effacé mais bien dans les films de Tim Burton. Les Batman de Joel Schumacher étaient simplement des adaptations de la série télé, donc je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à dire à part que c'était clownesque mais que c'était complètement voulu. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est peut-être mon Batman préféré, mais quoi qu'il en soit, le Batman de Christian Bale et le Batman de Christopher Nolan, j'ai adoré, quoi. Franchement, super Batman, quoi. Je me suis éclaté pendant 3 films comme un fou. Là-dessus, pas de souci. En plus, c'est un personnage que j'apprécie. J'apprécie aussi beaucoup le Batman écrit dans les séries Arkham Asylum, les jeux vidéo Arkham Asylum, où je me suis éclaté comme un dingue. J'ai juste pas encore fait Arkham Knight, mais j'ai fait les 3 premiers. Quel pied, vraiment génial.
Donc voilà, j'ai pas de problème avec différentes itérations de Batman et je me suis souvent éclaté avec des points de vue très différents et j'ai eu la chance qu'à chaque fois ces points de vue soient très singuliers. À ce niveau-là, on est plutôt chanceux, même les dessins animés, hein, le scénario, le dessin animé de... C'est Paul Dini, je crois, je suis plus sûr. Je pense que vous voyez de qui je parle, hein, c'est le fameux Tim... Ah non, ça me revient pas. Bruce Timm, voilà, excusez-moi. Paul Dini, je crois que c'est une des voix, ou un des producteurs, je sais plus. Oui, Bruce Timm, le fameux dessin animé des années 90, formidable Batman. Bruce Timm qui a continué à faire des dessins animés exceptionnels, hein, que je vous conseille de voir, hein, que ce soit Justice League, Clash of Two Worlds, ou bien il y a aussi The Red Hood. Ce sont des moyens métrages produits par DC en dessin animé depuis longtemps, et c'est des dessins animés clairement pour adolescents, adultes. C'est excellent, excellent, vraiment, The Flashpoint Paradox, c'est vachement bien, enfin, il y en a trop pour dire, c'est vraiment de l'excellent boulot, c'est des OAV, donc des dessins animés directement en DVD ou Blu-ray, mais en général de durée 1h20, 1h30, et c'est excellent, The Red Hood, c'est un chef-d'œuvre, vraiment un chef-d'œuvre, je trouve. Je ferai, tiens, ça fait longtemps que je devais faire mon avoir dessus, je vais vous le faire, là, ça suffit, là, ça fait trop longtemps que je devais le faire. Voilà, Bruce Timm, donc, qui a fait cet excellent dessin animé sur Batman, encore une fois, une excellente adaptation de Batman. Pour certains, la meilleure adaptation de Batman, tous médias confondus, ce que je peux comprendre. Et en parallèle de ça, il a produit donc ces excellents films depuis maintenant plus de 20 ans pour DC. Ces excellents dessins animés, je vous les conseille, c'est génial. Ça va largement au-delà du fait d'être des dessins animés, il faut vraiment les voir. Ça a des défauts limites comme tous les dessins animés, mais en termes d'écriture, qu'est-ce que ça pète, c'est violent quoi. Ils auraient des leçons à recevoir, hein, les scénaristes de Batman vs Superman, Man of Steel, Justice League et toute la bande. Donc, je vous le lis hein, par ces dessins animés là, c'est vraiment très très bon. Je ferme la parenthèse, j'en parlerai à l'occasion ailleurs. Donc j'ai jamais eu de problème avec les différentes itérations de Batman. Et du coup, on nous sert un Batman, mais violent, mais noir, limite, comment dire, caverneux quoi. Et je suis désolé, c'est super bien écrit, c'est vachement bien. Je comprends vraiment pas la critique que j'ai pu entendre autour du fait que Batman serait dans celui-là... oui, il tue des gens, il est pas bien ce Batman, il tire et tout, machin, il utilise des flingues et tout. Bon, déjà, il y a une séquence particulière, mais au-delà de cette séquence-là, ouais, c'est un Batman qui a clairement vrillé. Le Batman de cette Justice League-là, il va pas bien. Il est extrêmement violent, il a un gros problème. C'est un mec, et Alfred lui dit, ça fait trop longtemps, le fait d'être confronté à Superman, ça lui a fait tourner la carte. Ça fait 1 an et demi qu'il fait n'importe quoi, il est devenu très violent. Tout le monde a peur de lui, aussi bien les honnêtes gens que les flics, tout le monde a peur. C'est un mec qui fait vivre clairement Gotham City dans la peur. Il est devenu une sorte de tyran, quoi. Donc, le voir réagir comme il réagit, il y a ce superbe plan, je trouve, qui est vraiment très court, mais qui fonctionne tellement bien. Alfred fait remarquer à Bruce qu'il est devenu un homme cruel, que c'est un homme bon et qu'il est devenu cruel. Et là, il lui met un journal devant les yeux où il y a marqué donc la fameuse marque au fer rouge de Batman. Ben, les gens qui l'ont, quand ils vont en prison, ils se font tuer. Donc, il a donc ce journal devant lui et là, la discussion se finit. Il le prend, il le jette de côté de manière nonchalante et noire, comme si qu'il n'en avait rien à foutre, quoi. C'est extrêmement violent. C'est-à-dire que le gars lui dit, en grosso modo, tu condamnes des gens, t'es devenu cruel, ça va pas du tout. C'est probablement son meilleur ami qui lui dit, et il a une réaction vraiment, mais horrible. Il est horrible à cet endroit-là. Et c'est un très très beau plan parce qu'il est court, mais qu'il est, je trouve, très marquant. Et ce Batman, il est écrit comme ça pendant tout le film, quasiment. C'est vraiment de l'excellent boulot. Et là, je suis obligé d'aller vers l'interprétation de Ben Affleck. Et je l'avais jamais vu jouer ça. Alors, je connais pas toute sa filmographie, allez-y, hein, dites-moi si vous trouvez qu'il y a d'autres films où il a été aussi dark que ça, mais il est vraiment sombre ce Batman, il est radical, quoi. Et je trouve que c'est encore une fois, une des meilleures interprétations que j'ai vues de Ben Affleck, quoi. Personnellement, c'est clair que il a joué dans un film qui s'appelait, je crois, Le Comptable, The Accountant, où il joue encore un autre type de rôle, mais bon, ça reste un film d'action, quoi. Mais il est très bien dedans aussi. Dans Gone Girl, il est juste incroyable. C'est vrai qu'il serait temps que je fasse mon après-film sur Gone Girl, moi. Mais ça, c'est un truc qui va durer 3 heures, il faut que je le prépare, je peux pas vous le faire là à brûle pour point, ça viendra bien après mon déménagement, parce que là, j'ai vraiment pas le temps. Mais grosso modo, c'est un type, là, je l'avais jamais vu jouer un rôle comme ça, et qu'est-ce qu'il est bon!
qu'est-ce qu'il est bon dans ce rôle. Enfin, moi, si vous avez un autre film où il est aussi dark et aussi violent, faut m'en parler, ça m'intéresse beaucoup, hein. Honnêtement. Hein. C'est vraiment une interprétation de très grande qualité. Et ça va au-delà du fait que ce soit Ben Affleck ou pas Ben Affleck. C'est un Batman avec de la barbe de 3 jours parfois, qui joue vraiment bien l'hypocrite, le menteur. Quand il essaie de charmer les gens, il est aussi crédible. Quand il est misogyne avec Wonder Woman, il est très très bon. Et là, ça me permet d'aller vers Gal Gadot. Elle est très bien. Elle est très bien dans le rôle. Wonder Woman est insérée dans l'histoire de manière assez naturelle finalement. Pour une fois, c'est pas genre l'acteur qui arrive, le personnage arrive et il faut absolument le bourrer dedans. Ce qu'on pourrait critiquer par exemple dans l'arrivée de Spider-Man dans Captain America Civil War, même si je trouve que personnellement que ça fonctionne assez bien, je peux comprendre qu'on y voit les ficelles un petit peu du personnage forcé parce que les gens l'attendent, il y a la hype et au milieu de la production on le met dedans. Là je trouve que Wonder Woman pour le coup, il n'y a pas moyen de voir ça, elle arrive assez naturellement dans l'histoire. Certaines personnes discutaient le fait qu'à la fin, pourquoi à la fin elle décide de venir spécialement. Je peux comprendre, mais je trouve face à la menace qu'il y a à la fin, qui est particulièrement spectaculaire et à laquelle visiblement le monde n'a pas été confronté à ce point-là, au point où elle se dit il n'y a personne pour se confronter à ça, c'est un petit peu compréhensible. La vraie critique, je trouve, et qui parle encore une fois d'une faiblesse scénaristique et qui me pousse encore à dire que ce Batman vs Superman n'était clairement pas sûr après que Man of Steel soit sorti, c'est que si elle a réagi sur une menace pareille à Metropolis, telle que celle de Doomsday, donc à la fin de Batman vs Superman, excusez-moi de spoiler un petit peu, c'est pas grave, je trouve que c'est pas grave d'être spoilé ça, c'est pas ce qui fait que l'intrigue avance vraiment dans le film. C'est une demi-surprise hein, qu'il arrive à la fin, honnêtement. Et si on connaît pas l'univers, on s'en fout de savoir que c'est lui. Mais pourquoi n'a-t-elle pas intervenu quand Zod a attaqué Metropolis ou quand il y avait tout autour de la Terre les vaisseaux de... Enfin pas tout autour de la Terre, mais quand il y avait les Kryptoniens qui étaient là. Pourquoi elle a rien fait? Et pourtant ils étaient en train de terraformer la Terre, c'était quand même relativement sérieux comme menace. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est un univers, mais c'est un exemple parmi d'autres sur lequel je vais revenir souvent dans mes différentes récaps du DCEU. Ils ont clairement mal pensé leur univers, et on se retrouve parfois avec dès les 2 premiers films, on a de gros trucs comme ça, de gros gaps, on se dit « Wow, pourquoi elle n'a pas intervenu dans le 1 et là elle intervient c'est quoi la raison profonde là ?» Et effectivement, ça manque un petit peu. C'est bancal. Et ça va être de plus en plus bancal les films avançants. Je vous préviens, on rigolera bien là-dessus. Donc oui, Gal Gadot, très bien. Séduisante, mais en même temps intelligente, maligne. Elle grille Bruce Wayne à un ou 2 moments, c'est bien foutu. Il y a un moment où il est misogyne comme ça, il lui dit voilà, j'ai déjà vu des femmes comme vous. Elle lui dit non, je pense pas que vous ayez croisé des femmes comme moi. C'est vraiment bien. On sait qui est le personnage, et du coup, ça apporte beaucoup de qualité à son personnage tout de suite, beaucoup de caractère dans très peu de scènes, hein, puisque elle est clairement un personnage relativement secondaire avant la dernière partie. Hein, faut quand même être honnête. Et donc, pour faire le point sur le scénario, c'est un film, je trouve, qui marche vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Il y a juste 2-3 petits problèmes que j'évoquerai après, sur lesquels je reviendrai dans une partie spoiler. Mais je trouve que c'est un film qui fonctionne vraiment bien. Et notamment parce que les images iconiques et le scénario s'alimentent vraiment bien l'un l'autre. Il y a cette fameuse statue de Superman où on voit... Pour revenir un petit peu sur l'intrigue, puisque j'ai vraiment résumé très vite le pitch, Superman est accusé d'avoir tué des gens parce qu'il allait sauver Lois Lane dans le désert, je ne sais plus où, puisqu'elle était allée interviewer un terroriste. Hein. Et si j'ai bien compris, hein, si je dis pas de bêtises, je suis plus sûr. Et Superman a dû aller la sauver. Et autour de ça, il y a des gens qui témoignent, excuse-moi, comme de quoi il aurait tué des gens, machin. Bon. Je reviendrai là-dessus dans la partie spoiler sur les différences entre la version longue et la version cinéma, où je trouve que la version longue, en expliquant plus, dessert un peu la partie cinéma, mais je reviendrai là-dessus. Donc Superman est soupçonné d'avoir tué des gens, donc d'avoir agi de manière unilatérale, et le sénateur Finch utilise ça pour dire, voilà, enfin elle l'utilise, non, elle dit, voilà, ici il tue des gens, il doit répondre de ses actes, pour qui il agit, est-ce qu'il sert qui, est-ce qu'il sert les États-Unis ou autre chose, ou machin, bref. Elle veut faire parler la démocratie, elle a raison, on s'assied, on discute, on prend des décisions ensemble et on agit pour le bien de tous. Donc voilà, elle met clairement en exergue, cette affaire met clairement en exergue la nature de vigilante
de Superman, de justicier, à proprement parler. Et donc Lois Lane fait des enquêtes là-dessus, parce qu'évidemment, elle se demande pourquoi des gens ont témoigné qu'il avait tué qui que ce soit, alors qu'évidemment, il a tué personne. Mais en même temps, et je trouve que c'est bien fait, Superman a des pouvoirs de fou, donc il défonce des murs, des machins, donc ça me surprendrait pas qu'il tue des gens, ou qu'il blesse des gens en utilisant son pouvoir comme ça, par moment. Quand il atterrit, il pète le sol. Ça, c'est vrai que j'en avais pas parlé dans Man of Steel, dans ma critique de Man of Steel, mais c'est quand même un Superman qui est très avion supersonique, fusée. Quand il décolle, il fait des ronds par terre, il pète des trucs, quoi. Il est pas du tout subtil et il danse pas. Hein. C'est pas un Superman qui fait pas de dégâts quand il atterrit ou quand il arrive quelque part. Au contraire, il pète des trucs sans arrêt. Donc, qu'il y ait des dommages collatéraux, des gens blessés, et ainsi de suite, c'est tout à fait pensable. Et donc, le film interroge ça à travers ce fameux... Pardon. Zut, excusez-moi. À travers ce fameux procès, excusez-moi, à travers ce fameux procès, je suis encore malade évidemment, à travers ce fameux procès intenté contre Superman, jusqu'au moment où Superman vient donc directement répondre aux questions du sénateur dans le cadre du procès. Et c'est, je trouve... une des qualités de ce film, c'est ça, c'est qu'on rebondit bien entre des images fortes. Et donc, oui, excusez-moi, je voulais dire, dans le cadre de ce procès, il y a un mec qui a eu ses jambes détruites à Metropolis et qui bossait chez Wayne Enterprise au moment où, Zod et Superman se sont combattus, et il en veut donc à Superman. Et du coup, il est allé taguer une statue qui a été construite en l'honneur de Superman, on le voit à genoux comme ça, les bras ouverts. C'est des images très fortes, cette statue en termes de symboles, le mec va écrire dessus faux dieu, false god, et c'est vraiment bien, c'est tout bête, mais c'est des choses qui expriment très bien le sens du scénario et le film. Je trouve que là, Zack Snyder a vraiment retrouvé un équilibre, et je pense vraiment que c'est dû à l'apport de Chris Terrio dans l'écriture, je le pense sincèrement. Parce qu'avec David S. Goyer, visiblement, je pense qu'il y avait un petit couac. Même si je pense que David S. Goyer a fait du bon boulot avec des super idées aussi, hein, mais visiblement je trouve que leur collaboration a été complexe, peut-être pas conflictuelle mais complexe, au moins conflictuelle artistiquement. Et là on retrouve vraiment un équilibre tout de suite. Ça me permet de parler un petit peu de la mise en scène. Dès le début du film on a toute une séquence en ralenti, style qu'aime beaucoup Zack Snyder, puisqu'il avait déjà utilisé dans le début de Sucker Punch, était essentiellement dans des grandes scènes au ralenti avec de la musique, notamment un remake de Sweet Dreams de Eurythmics. Et là on a pareil le thème, je ne sais pas si on peut dire que c'est le thème de Batman, je ne suis pas sûr du tout, mais on a cette musique superbe, lancinante et triste à la fois, avec beaucoup d'ampleur, où on voit donc le crime fondateur de l'histoire de Bruce Wayne, c'est-à-dire ses deux parents, Thomas Wayne et Martha Wayne, tués dans la rue comme ça par un voleur. Et on le voit en même temps fuir, on voit notamment Bruce Wayne fuir l'enterrement de ses parents, puis tomber dans un trou, où au bas de ce trou, bien sûr, il est confronté à des chauves-souris, et ça finit par une phase onirique carrément, c'est-à-dire on voit les chauves-souris transporter, voler en cercle autour de petit Bruce Wayne et le faire voler vers la surface. D'ailleurs, Bruce Wayne dit tout de suite que c'est dans son rêve, hein, qu'il n'y a pas de délire là-dessus dans le film. Mais ces séquences oniriques, il y en a plusieurs, notamment à un moment donné, on voit le Bat, qui est un autre ennemi de Batman, une grande chauve-souris mutante, hein, tout simplement à taille humaine, qui sort de la tombe pour venir étrangler Batman. Visiblement, Zack Snyder n'a pas voulu ou n'a pas pu aller aussi loin qu'il le voulait dans la violence de ce que provoque Bruce Wayne. Et d'ailleurs, même dans la version longue, on sent que c'est aseptisé d'une certaine manière. On n'a jamais voulu aller jusqu'au fait que Batman ait franchi la limite. Or, il me semble que la réaction d'Alfred sous-entend très clairement qu'il l'a déjà franchi, qu'il a déjà marqué des gens jusqu'à ce qu'il soit tué en prison. Donc techniquement, Batman a franchi le cap, il est devenu bourreau. Il tue pas lui-même, mais il dit aux gens qu'ils peuvent le faire et que ces gens le méritent. Donc voilà, il y a quelque chose qui est franchi, mais le film n'ose pas le montrer. Donc on le voit essentiellement par une scène onirique où on voit clairement la culpabilité s'en prendre clairement à Batman, puisqu'il touche du sang d'abord, et puis on a cette créature qui vient l'étrangler. Et donc le film est marqué par des images iconiques très très fortes, des effets de ralenti très très bien sentis, et qui servent vraiment le sens de l'intrigue et donc le rapport de tout le monde face à Superman.
Ce qui nous amène du coup à la fameuse partie où Batman et Superman finissent par se confronter, et à cet excellent moment, je trouve, où on a donc la manipulation de Lex Luthor qui s'affirme une bonne fois pour toutes. Encore une fois, je spoil rien, on a compris quasiment dès le début que tout ça est une manipulation de Lex Luthor, et donc Superman et Batman sont amenés à se confronter à cause de Lex Luthor. Et je sais que beaucoup de gens ont critiqué cette séquence en disant que Superman aurait pu faire quelque chose plus rapidement, j'en parlerai plus dans la partie spoiler. Personnellement, je trouve que c'est plus après que c'est problématique. Grosso modo, Superman a 1 heure pour tuer Batman, sinon Lex Luthor tue la femme la plus importante à ses yeux, et il va donc retrouver Batman. C'est Superman. Batman a une arme, donc de la kryptonite, qui lui permettrait d'immobiliser ou de rendre Superman plus faible. Il ne l'utilise pas tout de suite. Résultat, Batman le rentre dedans. Superman lui rentre dedans, pardon, et l'immobilise, le jette à un moment donné, il est KO. Et là, au lieu de le choper, lui dire « Bon, écoute, faut que je te parle », il le repousse et il recommence à le taper. Alors, en revoyant le film plusieurs fois, j'ai fini par comprendre que c'est parce que Superman lui fait mal. Non, c'est pas parce que Batman... excusez-moi. C'est parce que Batman lui fait plus ou moins mal, ou le provoque, quoi. Le sous-entendu, c'est que le vrai défaut de Superman, c'est qu'il est orgueilleux. À force d'être tout puissant comme ça, il fait des erreurs d'orgueil. Résultat, il se fait souvent griller comme ça. Il pense qu'on peut pas le mettre en danger, et là il se rend compte que merde, on peut enlever la femme que j'aime et me faire chanter avec. Bah oui. Il pense qu'il peut tataner Batman et prendre tout son temps parce que Batman n'a aucune chance contre lui, et boum, il lui envoie de la kryptonite dans la gueule. Oh merde, je suis tout faible, je vais me faire buter. Oui. Donc voilà, il a des points faibles, mais il les assume pas vraiment, et il est souvent en train de penser qu'il sera jamais mis en danger. Du coup, le sous-entendu, c'est que il tatane Batman parce qu'il pense qu'il a tout le temps de le faire. Et effectivement, Lex Luthor lui a donné 1 heure. Donc il a 1 heure devant lui. C'est Superman, il a volé en 10 minutes, il est arrivé là, en faisant attention aux embouteillages dans le ciel et ainsi de suite. Bon, il est arrivé à l'heure, et il a 50 minutes devant lui, il a le temps de faire shish kebab avec Batman s'il le faut, quoi. Donc vous voyez ce que je veux dire, il a pas d'impératif de temps, donc il pense que Superman n'a pas d'arme contre lui. Donc, j'ai envie de dire, scénaristiquement, ça se justifie plus ou moins. Nonobstant, je comprends la critique qui dit « Mais pourquoi il l'arrête pas tout de suite pour lui parler ? Pourquoi Batman prend le temps de lui faire genre vas-y, prends ceci d'abord, puis prends cela, tiens, tape-moi un peu, puis je vais te... » Il a pas besoin, il sait très bien qu'il est plus fort que lui, et il doit juste le piéger une fois, le feinter une fois, genre il l'attrape, et puis boum, il lui met le truc dans la gueule, le gaz dans la gueule, fin de l'histoire. Il a juste besoin de le faire respirer le gaz, il a pas besoin de, entre guillemets, sortir une grenade, lui dire « Ah, j'enlève la goupille, tiens !» Enfin, il a pas besoin de faire 15 feintes. D'ailleurs, il fait une feinte plus tard toute bête, c'est qu'il tire sur Superman avec le flingue, Superman attrape la balle, et Superman il est en mode et là la balle pète, et il y a du fumigène kryptonite dedans. Et donc il est tout faible. Donc c'était pas compliqué, il aurait pu lui faire ça quasiment dès le début. Quasiment, je dis bien. Donc voilà, il y a clairement à un moment donné là, un petit relâchement du string, je caricature, mais c'est un petit peu le problème des différents films du DCU. Peut-être que Wonder Woman, faut que je le revoie, sort de ça. Je crois qu'il n'y a pas spécialement d'erreur de ce genre dans Wonder Woman. Mais grosso modo, on a un Superman qui agit de manière relativement incohérente, et on se dit mais l'urgence, sa mère elle est en danger, qu'est-ce qu'il fout? S'il veut monter un plan avec Batman, il faudrait quand même qu'il se dépêche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc il est orgueilleux à un certain point, mais en même temps d'un autre côté il est un peu bête. Parce qu'il se dit non, mais j'ai le temps quand même de lui mettre 2-3 tatanes, parce que là, il m'énerve, là. Ça fait un moment qu'il m'énerve. Il m'a dit qu'il allait me faire saigner et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu débile. C'est difficile à justifier qu'il soit aussi désinvolte, entre guillemets, par rapport au timing, quoi. Donc voilà, c'est une séquence qui a fait du mal au film, parce que c'était la séquence que les gens attendaient, et elle démarre mal. Et scénaristiquement, elle est mal... Elle manque un poil de logique. Et ça, ce poil, il est pile à l'endroit où ça va gratter les gens. Non, mais attends, pourquoi... Tout de suite devant le film, les gens se disaient, non, mais attends, pourquoi il l'a pas juste arrêté pour lui parler, quoi. Le Fossoyeur de film en parle très bien dans sa critique, je vous la mettrai en lien. Et donc voilà, on se retrouve avec une séquence qui démarre mal. Nonobstant, et c'est vrai aussi, la mise en scène de la séquence est dingue. La baston entre Batman et Superman, elle est excellente. Elle est exprès crépusculaire, donc ils se battent dans un immeuble en ruine. Ils se battent un peu comme des chiffonniers, c'est décevant, c'est déprimant. T'as à un moment donné
Batman qui explose la tête de Superman, littéralement avec un évier pourri. Enfin, vous voyez. Donc c'est vraiment, on sent vraiment les deux gosses. Il y a un côté comme ça, se battre ne les grandit pas. C'est pas genre on les emmène sur Times Square et puis il y a des éclairs et machin. Il y a rien de glorieux. C'est vraiment une baston où c'est le sang qui prime avec plein d'effets de ralenti. Enfin non, il n'y a pas tellement de ralenti que ça. C'est plus des effets de caméra assez dingues, genre voilà. Batman chope Superman par le pied avec un grappin, puis il le fait tourner, puis il le pète dans des piliers, le balance par terre. Il lui fait une sorte il le balance dans le vide à un moment donné quand il est un peu groggy, il se défonce par terre, il lui saute dessus. Enfin voilà, en même temps, Superman chope Batman, il le fait défoncer des étages et tout. Donc c'est complètement fou, c'est vraiment une séquence puissante, je trouve, en termes de mise en scène, de baston. C'est très lisible, c'est très bien fait. Ça envoie du pâté, et s'ils devaient s'affronter dans un premier film, on peut pas dire que ce soit mal fait. C'est bien foutu en termes de mise en scène et en termes de spectaculaire. C'est sûr, il y a une telle attente et une telle hype autour de ces deux personnages que clairement, ça aurait dû être plus serré scénaristiquement, et c'est vraiment un gros défaut. Ils sont passés très très loin, ils auraient juste besoin de régler ces petites choses et le film aurait eu un succès. Aujourd'hui encore on en parlait en disant que c'était un chef-d'œuvre absolu et ce genre de choses, alors que le film a des défauts au-delà de ça. Hein. Mais je comprends qu'il y a eu des déceptions par rapport à ça. Moi perso, même si j'ai tiqué sur le début de la baston, j'ai pris mon pied et je m'attendais pas spécialement après Man of Steel à ce que Batman vs Superman soit aussi bon. Je m'attendais à moins bien. Donc voilà, selon le niveau d'attente qu'on a, forcément on a un autre rapport au film. Personnellement, la suite, et donc l'arrivée de Wonder Woman et le combat contre le dernier méchant du film, j'ai pris mon pied. J'ai trouvé que c'était complètement fou. Ça nous renvoyait au niveau film catastrophe de Man of Steel, mais en même temps, ça prenait un détour super-héroïque beaucoup plus frontal, et personnellement, ça ne me dérange pas. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent être dérangés par la présence de plans, bon bah voilà, un plan très iconique, hein, on voit Wonder Woman au milieu, et puis Batman et Superman chacun d'un côté, avec le petit ralenti qui va bien pour montrer qu'ils vont aller combattre tous les trois, machin, bon, c'est clair, c'est pas du... ça peut paraître un peu lourdingue, et ça enlève un côté vraisemblable, ça joue sur le côté mythologique, et encore une fois, les mythes, Zack Snyder, il adore, donc c'est pas lui qui va modérer ça. Mais perso, j'ai pas trop de problème avec ça, je trouve qu'il en abuse pas assez pour que ça devienne un défaut du film. Au contraire, ça donne simplement de l'ampleur à ce qui se passe. Ils combattent une créature extrêmement puissante, qui sont obligés, qui claque même pas quand on l'explose à la tête nucléaire. Donc voilà, je trouve que cette ampleur-là, le destin du monde est en jeu, et on le sent très très bien. Et donc voilà, toute la scène de fin, pour moi, elle est spectaculaire en diable. Elle donne vraiment... C'est un des films les plus généreux de super-héros que j'ai vu en termes de scènes de fin dingues, explosions et tout ça, à tel point que le fossoyeur du film estime que c'est le style des films DCU, c'est ça, c'est d'avoir des fins où ça pète dans tous les sens, ça explose de tous les côtés, c'est complètement excessif. Exclusion fait du Suicide Squad, mais c'est un film qui a un problème bien plus particulier. Mais en l'occurrence, je comprends qu'il le voit comme ça. Personnellement, je trouve que ce soit dans Man of Steel ou dans Batman vs Superman jusque-là, je verrai sur les autres films, il faut que je les revoie, je trouve que ça prend une ampleur qui est salvatrice parce qu'elle est logique. Et on se retrouve donc, si je dois conclure un petit peu, avec un film qui a des moments mythologiques absolument superbes. Je sais pas si il y a encore quelques années, on rêvait d'avoir une telle réunion entre Batman, Superman et Wonder Woman, et honnêtement, le film, il n'a pas à rougir. Ça marche, pour moi, la balance est vraiment sur le positif. Les éléments négatifs que j'ai cités avant n'enlève rien au fait que le film fonctionne bien, que le fond de son questionnement est intéressant, il est au niveau de sérieux de celui de Man of Steel, et il le traite avec sérieux de A à Z. On peut ne pas aimer ça, on peut ne pas aimer ce sérieux, je comprends. Je reviendrai après sur les critiques qui ont été faites au film, et les répercussions que ça a eu sur le DC Universe, qui à mon avis sont des répercussions mauvaises. Mais je peux pas entendre que ce film soit... Enfin, c'est pas que je peux pas entendre. Je peux l'entendre, mais je suis pas d'accord du tout avec le fait que ce film serait artificiel, ou qu'il aurait le côté vide des films de super-héros classiques qu'on nous mange régulièrement. Déjà, je trouve que Marvel est sur une série de films où c'est vraiment chaud de choper des films vraiment vides. Mais des films qui veulent se faire croire avec une certaine ampleur alors qu'ils ne l'ont pas dans l'univers Marvel, c'est vrai, il y en a. Il y en a, je suis d'accord.
Je parlais de Thor 2 dans ma critique sur Thor, je vous conseille d'aller écouter, j'évoque ça justement, le fait que ça ne fonctionne pas à cause de ça. Mais là, en prenant ces 2 premiers films du DC Universe, je trouve que vraiment il y a une ampleur planétaire qui est incontestable et elle est vraiment liée dans la mise en scène, mais aussi dans le scénario. Le scénario parle de choses très profondes, c'est notre rapport à Dieu, nom de Dieu. Donc à un moment donné, pourquoi traiter ça avec modestie ? C'est pas du tout, je pense, intéressant en termes de cinéma de grand spectacle. Parce que c'est du cinéma de grand spectacle, à un moment donné, je l'assume aussi. Et je trouve que le film l'assume complètement, mais en disant clairement, puisque c'est du grand spectacle, on va traiter notre sujet comme si c'était le sujet, quoi. Et je trouve que c'est bien. Faut pas faire ces films de super-héros avec candeur. Et sur ces 2 premiers films de DC Universe, il n'y a pas de candeur du tout. Il n'y a pas ce côté, allez, on s'amuse, quoi. Qu'il y a parfois dans les films Marvel, et qui peuvent donner des films très sympas, que moi j'aime beaucoup, personnellement. Mais je peux comprendre qu'on y voit une certaine frivolité parce qu'elle est présente, par moment, par endroit. Et selon les films, hein, c'est quand même majoritairement pas le cas, encore jusqu'à aujourd'hui, je trouve. Même dans Avengers, par exemple. Mais en l'occurrence, on a vraiment là un film, une sorte de film obscur, quelque part, parce qu'il traite le sujet d'un point de vue beaucoup plus triste et désenchanté. C'est des hommes qui, confrontés à Dieu, le détestent. Et je trouve ça tellement juste, tellement intéressant. Bref, vous avez compris, moi perso, Batman vs Superman, je vote pour. Et si on rajoute à ce côté épique une musique composée notamment par Hans Zimmer et Junkie XL, au-delà du thème, j'estime que c'est le thème de Batman, donc c'est la musique qui commence le film, que je trouve très très belle, et que je vous aurais probablement mis derrière cette critique. Il y a le fameux thème de Wonder Woman, hein, écrit par Junkie XL, qui est superbe. Ce thème un peu valkyrisant, là, avec... je sais pas avec quoi il a fait ça, cet effet de guitare un peu tordu, on dirait de la guitare jouée au violon, quoi. Et ça marche super bien. Ça donne un côté complètement tribal, avec bien sûr les batteries qu'on avait déjà dans Man of Steel, hein, qui étaient très présentes pour signifier le combat physique, quelque chose qu'il aime... que Zack Snyder aime visiblement beaucoup et qui a été vraiment au cœur de la musique de Man of Steel, qui est encore ici très présent, mais qui prend vraiment grâce à ce son légèrement distordant, légèrement arabisant, légèrement oriental, une nature vraiment amazone dans la musique qui te marque dès la première vision du film d'ailleurs. Et c'est l'instant de bravoure du film, je trouve qu'on sort du film en s'en souvenant, quoi. Le thème de Wonder Woman, il est génial, et il est joué en plus, puis grosso modo elle leur sauve la vie. Si elle débarque pas, ils y arrivent pas. Et c'est assez génial, non seulement parce que, au-delà du côté un peu, allez, c'est féministe, mais c'est vraiment féministe caricatural, hein, c'est vraiment pas très profond. Hein. C'est pas la fin du patriarcat ou de la nivellation homme-femme dans la société de tous les jours, quoi. Faut quand même pas non plus en rajouter, quoi. Mais avec Sexy, qui a un côté mythologique qui marche vraiment bien, et du coup... ça rajoute encore ce petit côté Wonder Woman, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est ce qui fait que le film prend encore plus d'ampleur d'un seul coup. Voilà, je vais pas épiloguer beaucoup plus sur ce film, c'est un film dont la fin est vraiment bien aussi, enfin, c'est un film qui commence par un enterrement et qui finit par un enterrement. Vous voyez, il y a vraiment une boucle et une volonté autorisante qui marche. Là, on est face à des films qui sont vraiment... jusqu'au bout, ils ont tenté le truc. Et ça, je trouve que c'est vraiment admirable sur des personnages aussi attendus, où il y a autant de gens qui sont prêts à vomir dessus, ce que je peux comprendre. Hein, mais perso, pour moi, Batman vs Superman, c'est une vraie petite réussite. Il y a des défauts, c'est clair. Et je vais revenir dans la partie spoiler sur ces très gros défauts même. Mais... et une communication qui a créé une hype qui était déplacée par rapport au film final. Je comprends qu'on puisse avoir des problèmes avec le casting, et tous ces éléments mis ensemble, je comprends qu'il y a des gens qui me disent qu'ils aiment pas ce film et que franchement c'est pas leur tasse de thé. Je respecte énormément et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui n'aient pas aimé. Mais quand je me pose de manière un peu plus objective, je sais que je suis en train de dire j'aime beaucoup, machin truc, c'est pas très objectif ce que je dis là. Mais je trouve que objectivement c'est un scénario qui est bien écrit. C'est un film qui a vraiment qui est bien mis en scène, c'est-à-dire que le scénario et la mise en scène se répondent bien. C'est un film qui promet du spectacle et qui en met plein les yeux, mais c'est juste délirant. Et qui a en plus la petite dose en plus, le thème musical que tu vas retenir, une Wonder Woman qui déchire, quoi, qui quand elle arrive pour combattre, c'est juste fou. Dire c'est un film qui a sa pluie de grenouilles d'une certaine manière. Ce que j'essaie de dire par là, c'est ce moment qui fait que le film va être mémorable. Et je trouve que ce film, il l'a. Est-ce que j'en rajoute un peu ? Oui, parce que
c'est pas non plus un moment, le film se résout par une partie d'échecs sur la plage, entre Batman et Superman. Là, c'est clair, le film, il est tellement original que tout le monde prend une claque dans la gueule. Donc oui, je dis pas que le film va jusque-là, et ça devient pas un film d'auteur aussi radical que ça. Mais dans toute la complexité de la mise en place d'un film, et j'en parle assez dans mes critiques, vous savez ce que j'en pense, de faire des films de super-héros de nos jours, putain, ce film, il est admirable. Ce film est admirable. Ils ont vraiment réussi un truc. Avant d'entamer sur la partie spoiler, je veux juste revenir un peu sur comment le film a été reçu. Donc le film a beaucoup divisé, a été beaucoup critiqué, ça a des critiques très très véhémentes sur Ben Affleck n'est pas un bon Batman, vous nous aviez promis une confrontation, au final ils sont manipulés, Lex Luthor c'est un clown, il est ridicule, le seul truc à sauver c'est Wonder Woman, on veut plus de Wonder Woman, et ainsi de suite. Et comme je le disais, Warner Bros, pour une raison que j'ignore, se fait beaucoup de cas de ce que les fans et de ce que le public dit du film. Résultat, très vite après la fin du film, la communication a commencé à être faite autour du fait que l'univers DC était trop sombre, donc Man of Steel et Batman vs Superman étaient trop sombres, trop crépusculaires, et que le public voulait pas ça. Alors je peux l'entendre, d'un point de vue de production, mais d'un point de vue artistique, ça m'a vraiment fait chier. Je me suis dit, mais quelle stupidité d'entendre un truc pareil. Et c'était en plein milieu de la production, à ce moment-là, de Suicide Squad. J'insiste parce que ça explique beaucoup de choses que j'avais questionnées au moment où Suicide Squad était sorti. Suicide Squad, j'ai déjà fait un HO dessus, hein. Donc si vous pouvez y aller, c'est en 7 épisodes, parce qu'à l'époque, je pouvais pas faire d'épisodes d'1h30, je sais pas pourquoi sur YouTube, j'arrivais pas à les uploader. Je vais peut-être le faire, ça, pour que vous puissiez l'écouter plus confortablement, un re-up de l'épisode en entier. Et je vais vous faire aussi une coda pour répondre un peu à plein de questions que je posais moi-même dans la review, et peut-être rajouter des petits éléments puisque j'avais vu la version longue. Donc je vais vous faire une coda, ouais, c'est une bonne idée. Je vais faire une coda comme ça, un peu plus courte, ça me permettra de faire un épisode plus court. Et la semaine prochaine, si tout va bien, hein, je touche du bois de réussir à le faire. Encore une fois, je suis en plein travaux, donc vous m'excusez. Mais en même temps, en parallèle, ça explique aussi pourquoi... oh là là, maintenant je me souviens plus du nom du réalisateur de Suicide Squad. On s'est retrouvé avec un film complètement bancal, complètement repensé en plein milieu de sa production, puisque Suicide Squad continuait clairement... oui, c'était David Ayer. Continuait clairement dans ses premières bandes annonces, le même style crépusculaire, avec un côté un peu plus destroy et comique et drôle, mais humour noir. C'était les premières bandes annonces, c'était clairement ça. Et là, on a donc la production qui débarque, qui dit, écoutez, on change de braquet, les gens aiment pas ça. Donc déjà, ça a provoqué... Zack Snyder n'en a pas parlé, mais je trouve qu'on voit clairement dans l'écriture de Justice League un revirement qui n'est pas dû seulement à l'arrivée sur le film du réalisateur d'Avengers. Oh là là, mais c'est pas vrai, de Buffy contre les vampires. Allez, Joss Whedon, c'est à mon avis pas tant sa responsabilité, le changement de ton est notamment assez radical qu'on a sur Justice League, dont je parlerai au moment de ma review sur Justice League, et le changement de ton en plein milieu de production, et notamment dans la post-production, qui a demandé beaucoup de reshoot, ça a été un bordel fou, Suicide Squad, dans Suicide Squad donc. Et cette réception du film, je pense, elle a vraiment empêché un projet d'aller jusqu'au bout. Moi, j'aurais aimé que le projet, entre guillemets, qui était chapeauté par Zack Snyder un petit peu et David S. Goyer, aille jusqu'au bout, qui devait aller donc jusqu'à Justice League partie 2, et qui est annoncé par une séquence de fin où on voit Lex Luthor se faire arrêter dans Batman vs Superman, et qui annonçait donc l'arrivée d'un grand ennemi de l'univers du DC Universe, j'ai nommé Darkseid. Et c'était hyper intéressant d'aller vers ça, et je trouvais que c'était vraiment une super idée. Et en plus, ils avaient monté la hype en disant que Justice League serait en 2 parties. Je sais pas du tout maintenant si ça va être le cas. Je crois que non, je crois qu'ils ont changé de braquet et changé d'idée. Et du coup, ces critiques publiques très fortes et très véhémentes ont vraiment, et notamment les tendanceurs, donc les youtubeurs, les critiques de cinéma et tout ça, ont beaucoup critiqué le film en ce sens, le trouvant trop crépusculaire. Beaucoup l'ont dit. Perso, je trouve que c'est vraiment dommage. Je trouvais que c'était un style qui allait très très bien à cet univers d'ici. Je trouvais que ça collait très très bien au sérieux, notamment des sujets qui étaient abordés.
Je trouvais que ça les différenciait très fortement de Marvel dans le bon sens. Non seulement ça les différenciait, mais surtout c'est parce que c'était le style des auteurs, notamment des scénaristes et des réalisateurs, de vouloir aller vers ça. C'était naturel, je trouve. On sentait pas que c'était forcé dans l'écriture. Entre le David S. Goyer, qui est des scénaristes sur les Dark Knight, et le David S. Goyer de Man of Steel ou de Batman vs Superman, on sentait une corrélation, mais vers un style qui se développait, mais toujours avec ce côté crépusculaire. Et ça marchait très très bien, je trouve. C'était vraiment une des grandes qualités de l'univers du DC Universe. Et là, la production dit, on arrête d'aller vers ça, le public veut plus de ça. Il veut des super-héros chewing-gum, un peu à la Marvel. Non seulement je trouve ça stupide, mais en plus je trouve que c'était, mais même commercialement, je trouve que c'était une erreur. Et le four absolument critique de Suicide Squad, malgré sa réussite commerciale, parce que le film a cartonné au cinéma, parle très très bien, malheureusement, je pense plutôt de la petite, de différents éléments qui se sont mal mariés au niveau populaire. Je le disais avant, le casting de Ben Affleck, la hype mal montée autour d'une communication qui a menti sur le film. Et d'ailleurs, très intéressant, on remarque que la production, le Warner Bros s'est rendu compte eux-mêmes qu'ils avaient induit le public en erreur et que ils avaient en quelque sorte qu'ils voulaient pas refaire la même chose sur Suicide Squad, et donc les premières bandes annonces de Suicide Squad ont été faites par une certaine boîte de com. Et c'est finalement à cette boîte de com qu'ils ont demandé de refaire le montage, de faire un montage parallèle du film au final. Mais ça en dit long sur le fait que la production s'est dit merde, on est en train de mentir une deuxième fois, le film va pas du tout ressembler à ça, le public va nous en vouloir encore, et ça va être de mal en pis. Et du coup, il y a eu ce changement de braquet terrible, qui fait qu'entre chaque film du DC Universe depuis maintenant, déjà Man of Steel, je crois, un peu moins, mais Batman vs Superman, les différents films annoncés dans l'univers DC changent à chaque fois. Et ça, c'est vraiment un très très mauvais signe sur l'équilibre artistique du projet. Voilà, je voulais juste en parler un peu parce que ça va un peu devancer ce que je vais dire encore sur différents éléments des prochains films que je vais aborder dans le DC Universe. Je pense que je vais m'arrêter là pour les personnes qui ne voulaient pas être trop spoilées. J'espère que je n'ai pas trop spoilé, j'ai un peu eu du mal à doser aujourd'hui, j'en suis désolé. Donc, merci à vous d'avoir écouté. Pour ceux qui veulent s'arrêter là et pas aller dans la partie spoiler, vous connaissez le Twitter, Instagram, la page Facebook, likez, commentez, ça m'intéresse énormément. Likez pour que les vidéos soient un peu plus vues, un peu plus écoutées, puisque là c'est plutôt des vidéoblogs, des podcasts plutôt, excusez-moi, des audioblogs. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt. Et puis avec les autres, on va commencer la partie spoiler. Alors, dans cette partie spoiler, on va revenir un petit peu sur le fameux piège de Lex Luthor, qui est vraiment problématique scénaristiquement. Là, en voyant le film dernièrement, je me suis dit, mais il y a vraiment deux trucs qui me posent problème, encore plus que le reste. Alors déjà, il y a le premier point que j'ai évoqué avant, le fait que Superman peut choper Batman par le col et lui dire, écoute, tu m'écoutes, et là, le film est complètement vrillé, ce qui va lui dire, écoute, il faut qu'on sauve ma mère. Ah merde, ta mère est en danger, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, ça change un petit peu tout de suite quand même. Batman n'est pas un idiot. Le film limite le ferait passer pour un idiot à cet endroit-là. Et en parallèle de ça, je me disais, mais pourquoi Lex Luthor donne 1 heure à Superman ? C'est Superman. En 1 heure, il fait combien de fois le tour de la Terre ? 2 fois ? Donc c'est-à-dire qu'elle est planquée là, dans les alentours de Metropolis. C'est un peu délicat là, de lui donner 1 heure. C'est un peu long quand même. Il devrait lui donner 10 minutes. Il devrait lui dire, c'est urgent, dépêche-toi. Et pourquoi ce serait bien qu'il lui donne 10 minutes ? Parce que là, il arrive, Batman l'attaque, il le rend dedans, il lui dit, c'est plus simple, faut que je te bute. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, Batman est obligé de se dire, merde, mais il est complètement déchaîné, je suis obligé de lui foutre la kryptonite dans la gueule tout de suite, il a pas le temps de s'expliquer, il lui défonce la gueule, jusqu'à ce qu'il arrive à placer un mot parce que Lois arrive. Enfin, c'était tout simple, ça. Ça aurait rendu leur baston beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus... Et le plan de Lex Luthor beaucoup plus machiavélique. Bah oui, parce que là, il lui dit, t'es arrivé depuis 2 minutes et t'avais 10 minutes. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est urgent tout de suite. Merde, il a pas le temps d'aller dire à Lois, c'est un joli plan, mais en même temps pas spécialement intéressant, où il va dire à Lois, oui, personne n'est bon dans ce monde, il va falloir que je tue le Batman s'il veut pas se calmer. En plus, il explique rien à Lois, c'est ça le truc le plus fou. C'est qu'il va pas dire à Lois, ils ont ma mère en otage et tout, machin, je suis obligé de le tuer à cause de Luthor. Il lui dit pas ça. Il est pas précis, donc c'est aussi un petit moment où tu te dis, mais le scénario est vrille, pourquoi il lui explique pas clairement ce qui se passe ? Elle pourrait peut-être l'aider, lui amener des éléments, enfin... C'est un peu bizarre comme moment, même si on peut partir du principe que décidément Superman est orgueilleux même quand sa mère est en danger, quoi.
Mais bon, c'est des petits moments comme ça, mais quand c'est aussi important, c'est dommage que ce soit pas plus soigné. Pas mieux écrit, pas plus inéluctable, entre guillemets. Je reviens souvent là-dessus, mais à un moment donné, quand on veut que le film nous emporte, il faut que ces éléments-là soient inéluctables. C'est difficile à sentir, hein, c'est vraiment un boulot de scénariste difficile. Je critique beaucoup, mais moi-même, je fais mon malin. On verra le jour où j'aurai écrit mon film et que j'arriverai à le faire réaliser, ce qui n'est pas demain la veille, malheureusement. Donc voilà, si je suis aussi doué à faire qu'à critiquer, c'est deux univers très différents. Mais en l'occurrence, c'est dommage parce que le film aurait gagné un petit côté inéluctable. Et c'est mon côté un petit peu... j'aime refaire les films parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Le film aurait été juste génial, encore meilleur d'ailleurs qu'il ne l'est déjà. Il aurait franchi le cap du génial en rendant le plan de Lex Luthor inéluctable. Deuxième élément du plan de Lex Luthor que je trouve con, c'est donc... finalement, Superman arrive à s'entendre avec Batman et inversement. Batman lui dit « Vas-y, je vais la sauver, t'inquiète pas, j'ai joué au con, c'est à moi de la sauver. » Bon, ok. Imaginons. Il y va, avec son bat-avion et tout ça, machin truc. Mais le pire, c'est que quand il arrive, il se fait remarquer. Il vole pas en le furtif, genre histoire de se dire « Merde, si je me fais remarquer, ils vont savoir que je suis là, et ils vont la buter tout de suite. » Ce qui serait logique. Moi, à la place de Lex Luthor, je leur dis, écoutez, si vous entendez le moins de super-héros arriver, le moins de trucs, vous avez un doute, vous la cramez. Façon, vous m'appelez ou vous la cramez façon beefsteak. Et là, le truc, c'est que, non seulement il arrive, et le gars qui tient techniquement la mère de Superman en joue, il voit le vaisseau de Superman arriver, de Batman arriver, mais en plus, il entend après Batman défoncer tout le monde. Donc clairement, Batman, il est en mode secours, là. Il est pas en train de... Comment dire, d'arriver pour négocier ou pour dire attends machin, il va défoncer tout le monde. Non, il voit le vaisseau arriver. Il entend ensuite Batman mais défoncer, les mecs ils hurlent et tout, ils plantent les gars. En plus Batman version hardcore, j'insiste. Un Batman crépusculaire qui bute des gens limite. Et là on le voit dans la baston, on le voit, hein. Quand il peut utiliser un flingue il l'utilise, il plante des épaules et des machins et tout, ça y va quoi. Et le gars il se dit non je vais pas la cramer, me barrer vite fait. Alors que jusque là, le mec s'est montré sadique, en plus, le même gars, tiens, maintenant que j'y pense. Il lui dit, vous savez, ce qui est triste, ou je sais plus ce qui lui sort, un truc du genre, quand c'est le moment de partir, ça veut aussi dire qu'on va mourir, machin, genre de truc. Donc le mec est sadique, en plus, donc pourquoi il attend? C'est quoi la raison? Attends, je vais la tenir en joue, c'est Batman, il va certainement négocier. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Lex Luthor lui dit, enfin lui aurait dit, ce qui n'a pas besoin de le mettre en, de le montrer, mais il lui aurait dit, si tu vois la moindre cape à l'horizon, boum, elle est cramée jusqu'à comment dire, elle est cramée jusqu'à la moelle tout de suite, tu la fais retire dans la poêle. Ok, Batman sans doute il est pas con, donc il dit à Alfred, attends on arrive là-bas, mais s'il me voit arriver, machin, furtif, il débarque, il est obligé de buter des gars en furtif, ou alors mieux, il commence par sauver la mère, parce que le pire c'est qu'Alfred lui dit, il y a plein d'ennemis au deuxième étage, vous avez certainement d'aller tous les tataner, et ils vont pas buter, ils vont pas toucher, ils vont pas tirer une balle dans la tête de la mère à Superman avant que vous arriviez. C'est con, c'est juste con, mais je m'en suis rendu compte en le voyant là, je me suis dit, parce que moi j'étais trop content de voir Batman défoncer des mecs comme ça, la séquence je la trouve géniale, en termes de baston elle est trop classe cette séquence, mais il y a d'autres séquences dans le film qui sont un peu plus poussives d'ailleurs, j'en parlerai un petit peu après, mais vous voyez ce que je veux dire, encore une fois je fais mon réac et je réécris le film, mais c'était pas compliqué, où il rentre en furtif, il bute les gens sans se faire remarquer et il la sauve, donc on va dire un Batman furtif, mais ce qui collerait plus à l'identité de ce Batman là, c'est il arrive, il la voit en thermique, machin truc, elle est certainement là. Il va la sauver elle en premier, et ensuite, pour la protéger, parce que les autres ils sont bien destinés à le buter lui et à la buter elle, il les défonce comme il le fait dans le film, mais il la protège en même temps. Enfin, vous voyez le truc? C'est simplement des inversements de situation qui font qu'à un moment donné, c'est le plus logique. Simplement plus logique. Et c'est dommage. Parce que maintenant je me rends compte, ça à chaque fois me titillait devant le film en me disant mais c'est pas logique quoi, pourquoi il attend? C'est juste pour qu'on ait la fameuse séquence où il dit voilà, je vais la tuer, je te dis, je vais la tuer. Et finalement, évidemment, on est vers la fin du film, il va pas lui dire écoute, attends, emmène-la, on va négocier, machin, on va pas rentrer dans une nouvelle intrigue. Donc on sait très bien qu'il va tenter un truc. Donc là, il tire dans la bonbonne à gaz et puis il la sauve avec sa cape inifugée, mais tout ça, on aurait même eu le droit à la petite vanne de Martha Kent, qui est une bonne vanne pour le coup, un petit peu méta, où elle lui dit voilà, je suis un ami de votre fils, et elle lui dit, il fait, ouais, j'avais reconnu la cape. Vous voyez le truc, donc c'est tout con, mais c'est des petits éléments qui fait que le film aurait pu franchir un cap encore. C'est important de rendre un scénario qui se veut machiavélique inéluctable. Et du coup, ça enlève, ça mine de rien indirectement, de la qualité à la prestation de Jesse Eisenberg. Parce qu'il a l'air idiot sur des points cruciaux, quelque part, Lex Luthor.
Je te laisse 1 heure alors que tu peux faire 3 fois le tour de la Terre. Et si vous entendez que ça bastonne à côté, vous la butez pas, hein. Vous attendez la fin du chronomètre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est à un moment donné, soyons un peu logiques, tu vois. Surtout qu'en parallèle à la télé, Superman, il est en train de se bastonner avec l'autre. Ils savent où il est. Visiblement, il s'occupe plus du tout de Batman. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Si on continue, on n'a pas fini de le démonter, mais je caricature à peine parce que ça se passe en parallèle, donc à la limite, on peut comprendre qu'ils ne soient pas spécialement aware, les criminels, de ce qui se passe à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire, c'est des petits éléments qui ont aussi transformé un peu indirectement la performance de Jesse Eisenberg, et qui, encore une fois, pour moi, était plutôt bonne. C'est un Lex Luthor que je trouve intéressant, il y a des moments que j'aime bien. Les différents dialogues qu'il a avec Holly Hunter, avec le sénateur Finch, je trouve que ça marche plutôt bien. Et elle aussi, elle a beaucoup de caractère en face, c'est plutôt classe. Et du coup, toute la partie finale où il dit « It's coming », et ainsi de suite, bah, moi, je dis pas que c'est génial, mais je trouve que ça se défend. Ça se défend, c'est pas formidable, mais vu que le film a vraiment d'autres qualités qui contrebalancent ça, ça m'a moins dérangé. Faut dire aussi que j'attends pas grand-chose du personnage de Lex Luthor au cinéma. Je vois un peu ce qu'il peut faire, il faut qu'il piège Superman, il essaie de le piéger, il n'y arrive pas, et puis voilà. Donc, je sais pas, je crois... j'ai bien aimé ce Lex Luthor, il était bien écrit, et ça m'a suffi, en quelque sorte. Mais je peux comprendre que des gens l'aient trouvé clownesque, qu'ils aient pas aimé les choix de mise en scène, voilà, le coup du bonbon, qu'ils aient trouvé ça un petit peu limite, quoi. Donc voilà, je vais pas épiloguer plus sur cette partie spoiler plus que ça. Merci beaucoup de votre écoute. Je vais continuer ma récap sur le DC Universe, hein. Comme je disais, je pense que je vais essayer de trouver le temps pour faire une coda sur Suicide Squad. On verra, Inch'Allah comme on dit. Et puis merci encore beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager, à tweeter, à Instagrammer, à liker et tout. Ça fait vraiment plaisir de voir que ça vous plaît, que ça vous intéresse. Et puis on se retrouve bientôt les amis. Ciao ciao.